Nos 4 intervenants vont, comme d'habitude, se présenter eux-mêmes. Romain, vous êtes naturaliste au service du patrimoine naturel du Muséum. Alors, c'est quoi votre recherche ? Donc, moi, je travaille ici au Muséum dans un service qui s'appelle le service du patrimoine naturel, qui fait de l'expertise scientifique. Donc, en gros, un appui aux politiques publiques. Et en ce qui me concerne, c'est sur le projet Trame verte et bleue, c'est-à-dire, en gros, l'idée de lutter contre la fragmentation. C'est le fait que les milieux naturels, les écosystèmes, enfin, toute une série de synonymes, là on peut les prendre de manière équivalente, se retrouvent fragmentés, déconnectés les uns des autres, voilà, séparés sous l'effet de la construction de nos routes, de nos rails, de l'urbanisation au sens large, mais aussi par des phénomènes plus immatériels, on va dire, comme le son ou la lumière. Donc c'est un sujet qui est un peu moins exploré que la fragmentation physique, mais en tout cas intuitivement on se rend bien compte que la lumière artificielle qu'on introduit nous la nuit par nos activités humaines va miter en quelque sorte le noir, constituer une sorte d'infrastructure lumineuse qui peut couper des espaces naturels noirs et donc empêcher des espèces de circuler d'un espace à l'autre. Et vous avez un animal de prédilection que vous étudiez plus particulièrement ? Oui, alors après, moi je suis très intéressé par les rapaces nocturnes, et plus particulièrement la chouette-hulotte. Donc du coup, comment certaines espèces arrivent quand même à vivre la nuit ? Alors moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a des espèces qui, comme nous, essayent de produire de la lumière pour voir la nuit ? Parce que nous, c'est ce qu'on fait, on est diurne, on ne voit pas la nuit, mais du coup, on éclaire la nuit pour essayer de voir. Donc quelque part, on transforme la nuit en jour. Et en fait, il y a très très peu d'espèces qui le font. Alors ça s'appelle la bioluminescence, le fait d'arriver à produire soi-même de la lumière. Mais les quelques espèces qui le font semblent le faire plutôt pour communiquer. Donc l'exemple par exemple qu'on connaît tous, c'est les lucioles. C'est un signal lumineux finalement qui va d'un individu à un autre, surtout entre mâles et femelles. Mais c'est assez peu pour s'éclairer. Par contre, là, je vous ai mis une photo de pieuvre qui donc est un exemple d'animal qui éclaire pour éclairer son champ de vision, quoi. Mais il y en a assez peu. Alors toutes les autres espèces, comment elles font ? Elles utilisent le peu de lumière qu'il y a la nuit, parce qu'il y en a quand même. Nous, en fait, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans notre spectre de vision. Mais il faut savoir que la lumière, c'est une onde qui est caractérisée par une longueur d'onde. Donc on a des longueurs d'onde qui sont très petites et très grandes, au-delà et en dessous de ce que nous, on peut voir. Donc je vous ai mis en haut une photo de renard roux, par exemple, qui a été photographiée par un appareil photographique, parce que du coup, l'utilisation de ces longueurs d'onde que nous, on ne voit pas, sont utilisées comme une technique aussi de suivi pour photographier les espèces la nuit. Alors que nous, on ne voit rien, quoi. Et puis donc il y a des espèces qui essayent de maximiser le peu de lumière qu'il y a la nuit. Alors je ne vais pas trop le développer parce que Patrick en parlera beaucoup mieux que moi, mais chez les mammifères par exemple, certaines espèces ont un tapis au fond de l'œil pour réfléchir les rayons lumineux et augmenter le flux à l'intérieur de l'œil. Mais sinon il y a des adaptations. Donc, voilà, là vous avez une photo de chouette-hulotte à gauche. Donc un rapace nocturne, et à droite un Milan royal, c'est un rapace diurne. C'était pour vous montrer vraiment la différence d'évolution finalement entre ces deux groupes qui peuvent être proches sur certains critères. C'est des oiseaux de proie tous les deux, mais dans leur morphologie, ils ont vraiment chacun divergé pour s'adapter, alors soit à la faible présence de lumière la nuit, soit au contraire à la présence de beaucoup de lumière le jour. La chouette-hulotte, vous voyez, elle a deux gros yeux qui sont plus placés au fond de paraboles. Donc les rayons lumineux convergent vers le fond des paraboles, là où se trouvent les yeux. C'est bien fait pour capter le maximum de lumière possible. Tout ça en plus dans un masque facial qui est plan, et c'est la tête qui tourne ensuite pour essayer de voir aux alentours. Si vous regardez le Milan royal, donc ça représente globalement les rapaces diurnes. Vous avez des petits yeux qui sont latéraux et il n'y a pas de parabole franchement profonde, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment des adaptations pour permettre à ces espèces de voir la nuit. Il y a aussi des adaptations biologiques. Elles ont beaucoup de cellules qui sont sensibles à la lumière, ce qu'on appelle les bâtonnets. Donc juste un point quand même sur cette espèce, parce que c'est une espèce que je suis particulièrement, et surtout à Paris. Donc là, vous avez la photo d'un poussin de chouette-hulotte qui est né au Jardin des Plantes, mais il y a déjà un moment maintenant, je crois que ça date des années 90, 94 il me semble. Donc c'est dans un grand arbre qui était proche de la ménagerie, qui malheureusement a été coupé depuis. La chouette-hulotte, c'est le rapace nocturne le plus répandu en France. Il y a à peu près 200 000 couples, et c'est une espèce qui est assez
tolérante finalement sur un plan écologique, donc elles se retrouvent dans toutes les moindres forêts rurales, etc. Mais il y en a encore là à Paris, justement. Non, là, mais dans le jardin des plantes. Non, malheureusement, il n'y en a plus. Ça fait partie des sites qu'elle a désertés sans qu'il y ait vraiment d'explication. Si alors vous que... coupez son arbre, c'est normal. Alors voilà, par exemple, première hypothèse, c'est effectivement le fait de couper les cavités. Donc, d'où le fait de, première action que j'essaye de mener, c'est de poser des nichoirs pour essayer de compléter l'offre en cavité par des cavités artificielles. Donc, et en même temps, les nichoirs sont un moyen d'accéder aux chouettes pour les suivre, donc avec l'ouverture d'un programme de bagage qu'on a ouvert ici au muséum, pour baguer les chouettes sur le territoire de Paris. Pour l'instant, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas de chouettes, mais bon, c'est aussi ça qu'on veut vérifier. Avec les nichoirs vides, c'est aussi une preuve complémentaire du fait qu'il n'y a plus de chouettes dans Paris, en tout cas... sur des sites où elle était présente, il n'y en a plus. Donc le jardin des plantes en fait partie. Alors Romain, vous vouliez beaucoup parler des sens. Voilà, donc... il y a justement d'autres espèces qui utilisent plutôt l'ouïe, l'émission de son avec l'ouïe couplée, donc ce qu'on appelle l'écholocation chez les chauves-souris. D'autres espèces qui se tournent plutôt vers l'odorat, chez les mammifères notamment, sont assez sensibles à l'odorat. Ou même des sens qu'on n'imagine pas forcément du premier abord, comme la thermoception. Donc les reptiles, par exemple, voient la température quelque part, on peut le dire comme ça, de manière très très précise, donc ils repèrent leur proie avec les dégagements de chaleur qu'elles émettent, etc. Par exemple, la souris, vous voyez là, c'est ce que verrait un serpent, par exemple. Ou le toucher chez les araignées, il y a, par exemple, le nombreux poils qu'elles ont servent à détecter leur environnement. Est-ce que c'est cette chose-là, justement, où il y a, voilà, donc ça, c'est une patte d'araignée grossie. Et donc elles ont des poils vraiment très sensibles, dont certains qu'on appelle les trichobotries sont capables de ressentir les vibrations de l'air émises par le vol d'une mouche, d'un insecte. Donc vraiment quelque chose de très très fin. Alors Patrick Hafner, vous êtes mammalogiste au service du patrimoine naturel du muséum. Voilà, tout à fait. Donc, je travaille dans le même service que Romain. Je m'occupe en fait de l'ensemble de la faune et de la flore, mais je suis plus spécialisé sur les mammifères. Et par ailleurs, je suis au conseil d'administration de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Donc, les mammifères, ça me paraît un groupe très intéressant parce que on a une idée évidemment des mammifères le jour, parce que nous-mêmes nous sommes plutôt diurnes. Et donc nous avons peut-être une vision un petit peu tronquée du monde des mammifères. En fait, il y a énormément d'espèces nocturnes. Bon, évidemment, je vais très peu parler des chauves-souris puisque à côté on a un spécialiste, hein. Mais même dans la plupart des groupes de mammifères, on a souvent une majorité d'espèces qui sont nocturnes. Par exemple, si on prend les espèces de France, hein, qui sont celles sur lesquelles nous on travaille essentiellement au service du patrimoine naturel, 90% de nos espèces sont des espèces qui, à un moment donné, sont actifs la nuit. Quand je dis à un moment donné, parce qu'en fait, on a, je dirais un petit peu toutes les situations. On a des vrais nocturnes, hein, donc qui ont des vraies adaptations, en particulier adaptation à la vue. On en reparlera, mais bon, je vais dire quelque chose qui est peut-être une évidence pour vous, mais ce qui caractérise quand même la nuit, c'est donc une raréfaction de la lumière, donc des photons. Donc, je dirais que la principale adaptation qui permet justement de pallier à ça, c'est une adaptation de la vue. Il y a d'autres sens qui vont être évidemment mobilisés, mais qui peuvent l'être tout à fait de jour. Par exemple, l'odorat, l'ouïe, etc. Ce sont des sens qui sont utilisés par les mammifères également de jour. Voilà. Et donc, je ne sais plus si j'ai donné le chiffre, 90% d'espèces, hein, 50% qui sont vraiment essentiellement nocturnes. Alors, quand on dit nocturne, hein, pour les mammifères, la plupart sont actifs malgré tout au crépuscule et à l'aube. C'est d'ailleurs pour ça que quand on veut les observer, hein, c'est à ces heures-là qu'il faut se rendre pour la plupart des espèces de mammifères. Et seulement 10% donc qui sont strictement diurnes. Et simplement pour illustrer ça, parce que il y a des fois des choses qui sont pas forcément explicables. Il y a justement une famille où
quasiment toutes les espèces dans le monde sont strictement diurnes. Mais quand je dis strictement diurnes, on a très peu de chances de les rencontrer la nuit. Ce sont les suridés, les écureuils. Bon, rencontrer un écureuil roux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais rencontrer un écureuil roux la nuit, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je suis beaucoup sorti la nuit, j'en ai jamais vu. Et pourtant, vous avez un groupe. Comment vous l'auriez vu, puisqu'il n'y a pas de lumière? Ah, mais parce qu'on a des techniques. Vous avez des techniques. On a des techniques, et puis même, on peut circuler aussi avec des lampes, etc. Hein. Mais par contre, parmi les écureuils, vous avez tout un ensemble qui sont les écureuils volants, qui eux sont strictement nocturnes et qui ont donc toutes les. Ils vivent pas chez nous, ceux-là. Alors, il y a quand même une espèce en Europe, hein, donc le polatouche qu'on peut voir. Alors pas chez nous en France, hein, mais qu'on peut voir plutôt en Scandinavie et en Asie. Voilà. Donc, alors, sur ces fameuses... oui, excusez-moi, Patrick, un écureuil volant, il n'a pas d'ailes. Non. Non. C'est une expression, c'est comme les poissons volants. Voilà, on n'en est pas au chiroptère, hein, aux chauves-souris. Voilà. Mais c'est l'expression. Ils sont tout à fait capables de... Enfin, ils font des distances assez grandes en se laissant planer d'arbre en arbre. Voilà. Et donc les mammifères vont donc essentiellement mobiliser des sens qui sont des sens également utilisés le jour, par exemple dans des conditions où la visibilité est difficile. Pensez au renard, par exemple, qui veut chasser un petit mammifère, un micro-mammifère dans l'herbe, même si on est en pleine journée, la vue va pas tellement l'aider, donc il va développer son ouïe et son odorat. Les espèces également qui vivent dans des milieux extrêmement encombrés, je pense à la forêt tropicale. Bon, on s'éloigne un petit peu de la France, mais on a quand même de la forêt tropicale en France, hein, évidemment, avec la Guyane. Et donc, ils ont déjà, je dirais, un certain nombre de sens qui vont les aider à pouvoir avoir une activité nocturne, mais donc il y a un certain nombre d'adaptations également qui ne sont pas propres aux mammifères, mais qui vont également permettre de rendre leur vue plus performante. Et donc, je voudrais citer simplement quelques-unes. Hein. La taille de l'œil, ça c'est quelque chose de très important. On a vu la chouette. Eh bien, il y a énormément de mammifères qui ont des yeux de très grosse taille, et les plus nocturnes ont des yeux qui sont assez gros. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les espèces françaises. Les léraux, par exemple, les mulots, sont des animaux qui ont des yeux relativement gros par rapport à leur taille, mais sans conteste, l'espèce qui a la réputation d'avoir les plus gros yeux, c'est en fait un petit primate d'Asie, le tarsier, hein, qui a des yeux qui peuvent en masse représenter jusqu'à 4,5% de leur poids. Hein. Chez nous, c'est 0,03. Donc vraiment des très très gros yeux. Bon, j'aurais pu effectivement présenter quelques photos. Je sais pas si les lémuriens Alors les lémuriens, le aïe-aïe par exemple, hein, a également de très gros yeux. Bon, vous connaissez tous le aïe-aïe, je suppose, hein, avec son troisième doigt particulier qui lui permet donc en particulier d'aller capturer des insectes, ou des larves d'insectes dans les trous d'arbres. Voilà, donc la taille de l'œil, c'est déjà quelque chose qui nous renseigne sur le caractère nocturne de l'espèce. La plupart des mammifères également, qui sont assez strictement nocturnes, ont des pupilles qui sont fendues. L'intérêt de cela, c'est que ça permet d'ouvrir un maximum la pupille, de laisser rentrer un maximum de lumière, et au contraire, comme ils ont des yeux assez sensibles, de pouvoir limiter un maximum la lumière de jour. Et alors on trouve ce chiffre, hein, moi j'ai pas fait le calcul moi-même, mais on parle d'un facteur 1000 entre la pupille ouverte et la pupille fermée en ce qui concerne l'entrée de lumière. Donc c'est un système beaucoup plus efficace que notre pupille à nous qui est ronde. Alors vous connaissez
tous aussi, je suppose, les cellules visuelles en bâtonnets et en cônes, hein, sachant donc que les espèces nocturnes ont plus de cellules en bâtonnets que les espèces diurnes. À ce propos, c'est un singe nocturne qu'on suppose Laotus, hein, qu'on suppose pratiquement avoir une vision monochromatique. Eh bien, c'est 50 cellules en bâtonnet pour une cellule en cône, alors que chez nous, c'est de l'ordre de 19 cellules en bâtonnet pour une cellule en cône. Donc voilà, toutes ces adaptations, en fait, ce sont des adaptations qu'on retrouve chez, bien sûr, plein d'autres espèces, mais qu'on retrouve chez les mammifères. Alors il y a également, hormis la vision, on a parlé tout à l'heure de la sensibilité à la chaleur, hein, donc la thermoréception. Tu nous parleras peut-être tout à l'heure évidemment du vampire, hein, voilà une espèce, mais chez les mammifères en fait c'est très peu, c'est un sens qui a été très peu développé. Bon, donc je vous ai expliqué que en fait beaucoup d'espèces de mammifères étaient nocturnes, ce qui d'ailleurs nous oblige en tant que mammalogistes à l'être aussi un petit peu si on veut les étudier, bien qu'on ait maintenant des systèmes qui nous permettent d'automatiser des données sans forcément aller les voir la nuit. Mais en fait, il y a les vrais nocturnes. Alors bon, là encore, on nous dira peut-être un mot de l'origine de la vie et du caractère exceptionnel de la nuit. Pour nous, c'est un petit peu exceptionnel parce qu'on est diurne, mais en fait, la vie, je dirais qu'elle a occupé tous les espaces, que ce soit donc les volumes ou bien le temps, hein, de même que vous avez des espèces un peu partout sur la Terre et pas simplement en surface. Finalement, les espèces se sont partagées un petit peu les ressources en ayant en exploitant aussi bien ces ressources la nuit que le jour. Mais d'autres espèces, en fait, sont... alors, il y en a aussi, j'en dis un mot, vous en avez qui ont des cycles nictéméraux qui sont... on dit polyphasiques, c'est-à-dire comme ils ont un métabolisme qui est très fort, ils doivent très souvent se réveiller pour aller manger, c'est le cas des petits mammifères, hein, des micro-mammifères. Eux, alors là, ils peuvent être aussi bien actifs le jour que la nuit. Et puis enfin, il y a ceux, et il y en a beaucoup parmi les carnivores et les grands cervidés, qui sont devenus plutôt nocturnes, en fait, à cause des activités humaines. Alors, on va parler plutôt de nocturnes par nécessité. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, nos propres activités ont pu modifier les habitudes de vie des espèces. Et évidemment, vous avez parmi ceux-là, on parlait tout à l'heure des cerfs, hein, on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez, mais également le renard. Le renard, plus il est dans un milieu anthropique, humanisé, plus il va avoir tendance à être nocturne. Et c'est le cas, par exemple, des renards à Paris, qui sont vraiment strictement nocturnes, mais on les voit mal circuler le jour. Hein. Je crois qu'ils auraient du mal à passer inaperçus. Donc voilà, ne pas oublier ça aussi, l'influence qu'on a. Vous avez déjà rencontré un renard, vous rue, rue du Bac, par exemple? Alors non, pas dans Paris, mais c'est quand même, il y a très peu de renards qui circulent. Bon, on pourra en rencontrer c'est possible. C'est possible, même au Jardin des Plantes. Si vous en rencontrez au Jardin des Plantes, oui. Oui. Ouais, enfin là, c'est plus normal, il y a un jardin, mais dans la rue. Alors Jean-François Julien, vous êtes écologue, spécialiste des chauves-souris et aussi au Muséum national d'histoire naturelle. Donc sur les chauves-souris, l'essentiel de mon travail consiste à m'occuper d'un réseau de sciences participatives, donc qui fait partie du grand ensemble Viginature, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc à l'intérieur de Viginature, on a Vigitiro qui se consacre aux chauves-souris, au suivi de leur population par des méthodes acoustiques, c'est-à-dire en tirant parti en fait
peut-être la particularité la plus marquante des espèces de chauves-souris qu'on a en Europe, qui est d'utiliser l'écholocation, c'est-à-dire d'émettre des signaux, souvent ultrasonores, dans leur environnement pour obtenir des informations sur cet environnement à travers l'écho que leur renvoient les obstacles, et surtout pour repérer leur proie qui renvoie aussi un écho. On ne s'en doute pas souvent, mais ça représente une énorme proportion des mammifères. En fait, le quart des espèces de mammifères, il y a à peu près 5000, tu me rectifieras si je me trompe, à peu près 5000 espèces de mammifères dans le monde, et sur ces 5000 espèces, plus de 1200 sont des chauves-souris. Et on retrouve une proportion presque plus élevée en France, où on a à peu près une centaine d'espèces de mammifères, dont 34 au minimum sont des chauves-souris. Et elles ne sont pas en danger, ça va Non, ça va pas très bien. Ah. comme J'avais quelque espoir. Ça va pas très bien en France, dans beaucoup de pays développés. Alors, déjà, pour une raison toute simple, c'est que on modifie beaucoup les milieux, et en particulier l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, tout simplement les prive de proies. Il y a nettement moins d'insectes qui volent au-dessus d'une ville ou d'un champ de blé ou même d'un verger de pommiers abondamment traité qu'au-dessus d'une forêt ou d'une lande. En ce moment, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ça il y a quelques mois. Il y a un rapport européen qui est sorti montrant que les populations de pas mal de chauves-souris européennes avaient augmenté depuis, ce rapport remontait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. En fait, ce à quoi on assiste, c'est effectivement à une petite remontée de certaines espèces, mais qui vient après un énorme effondrement qui a eu lieu dans les années 50, à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 80, et qui était dû à l'emploi extensif d'insecticides organochlorés comme le DDT. Bon, ces insecticides-là ont été remplacés par d'autres pesticides dont on se rend compte qu'ils ne sont pas tellement favorables aux insectes pollinisateurs, mais ils sont apparemment moins nocifs pour les chauves-souris, et c'est à ça qu'on attribue la remontée qu'on observe. Mais cette remontée, elle ne s'observe que pour certaines espèces, et que dans des zones où leurs milieux de chasse, leurs habitats n'ont pas été trop modifiés. En Île-de-France, par exemple, il y a eu très très peu de remontées par rapport au grand effondrement des années... de la deuxième moitié du XXe siècle. Et actuellement, donc, les premiers résultats de notre programme, je ne vais pas détailler ici le protocole exact, ça consiste à enregistrer les émissions des chauves-souris selon un protocole un peu rigide et strict, 2 fois par an, toujours au même endroit, donc pour poursuivre l'évolution de leur activité qui est forcément liée à l'évolution de leur population. Donc nos résultats indiquent que les espèces que nous suivons sont en diminution. Et en particulier la pipistrelle commune, l'espèce la plus commune, la plus abondante en Europe tempérée, a l'air de diminuer d'à peu près 12-15% par an. Donc c'est assez inquiétant. Si ça se prolonge, il n'en restera plus grand-chose dans une quinzaine d'années. Voilà, donc à propos... Alors, compléter, boucher tous les trous que tu m'as laissés. Donc on a parlé des sangs, je vous disais que les chauves-souris utilisaient l'écholocation. Donc ça c'est une particularité, elles n'en ont pas le monopole. Il y a, parmi les mammifères, il y a quelques espèces de musaraignes et puis une espèce qui lui ressemble beaucoup superficiellement, le tenrec, qu'il utilise aussi. Donc ce sont des petits des petits ou moyens mammifères, insectivores, nocturnes, qu'il utilise de façon nettement moins sophistiquée. On retrouve aussi c'est pas un sens, puisqu'il s'agit c'est basé sur l'audition, mais on retrouve cette propriété aussi chez quelques oiseaux, en particulier les salanganes, qui sont ce qu'on appelle communément des hirondelles, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec nos hirondelles, qui sont plus proches des martinets, celles dont on consomme les nids en Asie, qui sont des oiseaux parfaitement diurnes, mais qui gîtent souvent à l'intérieur de cavernes ou de tunnels, de milieux obscurs, et qui utilisent ce système-là simplement quand elles arrivent dans leur gîte. Elles allument vraiment leur système en passant le porche des grottes. Donc c'est pas une exclusivité des chauves-souris, puis c'est utilisé par beaucoup de mammifères marins, puisque eux aussi évoluent
sont pas forcément nocturnes, mais évoluent dans l'obscurité, ou même ne peuvent pas utiliser la vie, comme les dauphins de l'Amazone, par exemple, qui sont dans des eaux extrêmement troubles. Donc voilà, l'écolocation, on la croise. L'intérêt qu'elle a pour nous, c'est qu'elle permet de suivre ces animaux qui autrement évoluent la nuit, ont des gîtes plutôt difficiles à inventorier, soit des souterrains, des fissures, des trous d'arbres. Elles nous permettent donc de les suivre, puisque une chauve-souris en moyenne, une chauve-souris européenne, pour prendre insectivore européenne, pour prendre le type de chauve-souris auquel nous sommes le plus souvent confrontés, crie à peu près 10 fois par seconde. En gros, à chaque fois qu'elle bat des ailes. Et chaque espèce a son propre type de cri. Donc nous, c'est ce que nous utilisons pour suivre ou identifier la trentaine d'espèces qui sont présentes en France. Donc je vous donne juste quelques exemples. Donc là, ce sont des signaux qui sont émis à des fréquences très élevées et qui ont été ralentis 20 fois. Donc en réalité, ils sont 20 fois plus aigus que ce qu'on va entendre et 20 fois plus courts. Ok, donc un autre signal là. Une espèce qu'on peut rencontrer, encore la plus grosse espèce qu'on peut voir dans Paris, qu'on peut voir sur la Seine, la noctule commune. Ici, une petite pipistrelle qu'on peut entendre au Jardin des Plantes en automne. Celle-ci, qui est répandue absolument partout en France, qui est la seule à être réellement présente dans Paris. Et enfin, l'oreillard. Voilà. C'est vraiment la base, nous, de notre travail quotidien qui consiste à analyser des enregistrements et repérer quelle espèce a été entendue à quel moment. À côté de l'écolocation, les chauves-souris se comportent aussi souvent comme des chouettes. Elles pratiquent l'écoute passive. Et il y a justement un paradoxe, on croit souvent que celles qui ont de très très grandes oreilles, alors là, sur la photo, vous voyez un oreillard qui a des oreilles qui font à peu près le tiers, voire la moitié de la longueur de son corps. En fait, plus les oreilles sont grandes, plus on peut être certain que la chauve-souris pratique l'écoute passive. Donc c'est souvent, sont des animaux qui sont, l'oreillard par exemple, est capable de repérer ses proies, essentiellement des insectes quand il bouge. Il est capable d'entendre une chenille mastiquer une feuille. Il capture énormément d'insectes de cette façon-là. Là, je vous ai parlé des chauves-souris qu'on rencontre en Europe. Il en existe tout un groupe, alors qui représente à peu près le 5e du total, 250 espèces, qui sont surtout frugivores, nectarivores, pollinivores, et qui n'utilisent quasiment pas l'écolocation, mais qui repèrent les fruits en particulier, à la fois à l'odorat et à la vue. Donc là, on a un groupe de mammifères nocturnes volants qui finalement se reposent sur les sens classiquement utilisés par un certain nombre de mammifères terrestres. Certaines d'entre elles sont même capables, alors la plupart des chauves-souris, comme le disait Patrick là, à propos des lémuriens, ne possèdent quasiment pas de cônes, qui sont les petites cellules photoréceptrices qui nous permettent de voir en couleur, mais non que des bâtonnets que nous utilisons, nous, la nuit. Donc elles voient, la plupart ne voient qu'en noir et blanc. Et certaines certaines chauves-souris nectarivores sont-elles sensibles aux ultraviolets. Ça leur permet de repérer la corolle des fleurs sur lesquelles elles vont se nourrir à la lumière de la lune. On a également un cas intéressant aussi, donc analogue à ce dont sont capables les pitons ou les crotales, de thermoréception avec les vampires. Donc les vampires ne comptent que 3 espèces qui se nourrissent exclusivement de sang et qui ne vivent qu'en Amérique tropicale. Alors, on n'en a aucune en Europe, ni en Afrique, ni en Asie. Et les vampires sont dotés de thermorécepteurs à l'extrémité de leur face, près des narines, qui leur permettent de repérer les vaisseaux sanguins à la surface de leur proie pour mordre juste au bon endroit. Et mort de qui exactement? Des petits animaux ou bien des humains? Sur les 3 espèces, il y en a une qui est très très commune et qui mord tout le monde, si on se considère comme tout le monde, c'est-à-dire à peu près toutes les espèces de mammifères, hommes compris. Et c'est une espèce dont on pense, alors qu'elle ne se porte pas si mal que ça, parce qu'elle a beaucoup profité du développement de l'élevage bovin, en particulier en Amérique tropicale. Donc c'est une bête dont les effectifs ont énormément augmenté. Elle doit attaquer monté. les troupeaux de vaches et tout ça aussi, non? Oui, enfin les vaches, une vache à la fois. Hein. Elle voilà. En fait,
elle attaque, enfin, elle mord, elle prélève du sang sur les animaux endormis. Donc c'est une bête qui est extraordinairement à droite au sol, parce qu'en fait, sa technique consiste à se poser près de l'animal qu'elle veut saigner, puis à avancer tout doucement, sans se faire repérer. Elle n'arrive pas directement au vol sur sa proie. Elle est capable, en revanche, de faire des bonds assez conséquents pour échapper à sa proie. Et on s'est rendu compte, alors là, ce sont des expériences qui ont été faites en laboratoire en Allemagne, qu'elle était également capable d'identifier, alors là l'expérience a été faite sur des hommes, d'identifier des individus à la façon dont ils respirent la nuit. Pas à leur ronflement, mais à leur respiration. Donc ce sont des tests qui avaient été faits dans un labo allemand sur 5 ou 6 étudiants, et les vampires étaient vraiment capables de distinguer. Parce qu'elle malheureusement, elle s'attaque aussi aux humains. Bon, d'être mordu par un vampire comme ça, c'est pas très grave. Il va vous prendre 30 millilitres de sang maximum. En revanche, il se comporte un peu comme un moustique géant et il propage pas mal de maladies, dont la rage. Alors l'autre particularité assez extraordinaire, le vampire a plein de... Bon, il y a la thermoréception, il produit un anticoagulant qui est actuellement étudié pour voir si on peut pas en faire un médicament. Et puis, alors ça, malheureusement, ça n'a pas encore été beaucoup étudié. Il a des reins extraordinaires parce qu'il est capable d'absorber l'équivalent de son poids en une seule fois, en un seul repas. C'est-à-dire, un vampire, ça pèse à peu près une 30aine de grammes. Il est tellement gorgé de sang qu'il ne peut plus décoller. Bon. Donc c'est très embêtant, voilà. Et la solution qu'ont adopté les vampires, c'est d'arriver à déshydrater ce sang très très vite. Donc à 5 à 10 minutes, il élimine par les reins, en urinant, entre la moitié et les 2/3 de ce volume de sang. Et dernière particularité, le vampire, bon, c'est une bête qui a l'air très antipathique comme ça, mais qui en fait est assez attirante, au moins pour un biologiste. C'est le seul mammifère, c'est même le seul animal en dehors des insectes qui pratique ce qu'on appelle alors savamment la trophallaxie, c'est-à-dire l'échange de nourriture de bouche à bouche ou de gueule à gueule entre adultes. Donc c'est un phénomène qu'on connaît chez les abeilles, chez une partie seulement des fourmis et chez les vampires. Parce que en fait, je vous disais qu'il est capable de prélever l'équivalent de son poids en sang, c'est beaucoup plus qu'il lui en faut pour une seule nuit, mais tous les vampires ne trouvent pas à chaque fois une proie. Donc, ce sont des animaux grégaires, comme toutes les chauves-souris. Et de retour au gîte, ceux qui ont eu un repas complet vont régurgiter, pour ceux qui n'ont rien trouvé dans la nuit, une partie de leur repas. Donc ça, c'est, au point de vue social, cette fameuse trophallaxie, c'est un critère extrêmement important quand on définit le niveau de socialité d'un insecte. Ça fait vraiment partie des quelques critères comme ça qui permettent de les classer, d'apprécier leur niveau de socialité, et on ne le retrouve donc en dehors de chez eux que chez ce mammifère. Alors, Emmanuel Béraud, c'est tout à fait par hasard si vous vous êtes placé par l'ordre de distribution. Emmanuel, vous êtes chargé de programme éclairage durable et biodiversité à Noé Conservation. Alors vous intéressez beaucoup justement à la science participative et plus particulièrement sur les insectes. Alors voilà, programme participatif éclairage, on ne comprend pas forcément le lien, mais je travaille sur les impacts de la pollution lumineuse et donc notamment sur la biodiversité nocturne. Donc j'en suis venu à m'intéresser à pas mal d'espèces, à pas mal de groupes qui notamment vivent la nuit, et en particulier les insectes nocturnes et les papillons nocturnes qu'on demande d'observer dans le cadre d'un programme Insectes et ciel étoilé. Il faut savoir qu'il y a dans le monde 160 000 espèces de papillons. Voilà, donc on se rend compte de la diversité incroyable. Et parmi ces 160 000 espèces de papillons, il y a 140 000 espèces de papillons nocturnes. Donc c'est tout à fait étonnant. La grande majorité des papillons sont nocturnes. Et finalement, c'est la même chose en France. On sait qu'il y a par exemple 300 espèces de papillons de jour en France. Donc on les connaît bien, les macarons, les flambés, les vulcains, etc. Il y en a déjà beaucoup. Beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Et ben, il y a 20 fois plus de papillons de nuit, au moins 20 fois plus. On est à plus de 5000 espèces de papillons de nuit. Vous voyez la différence énorme. Papillons de nuit, alors on en connaît certains, voilà, de taille assez diverses. On les connaît surtout un peu marron. C'est ça. C'est étonnant quand vous parlez des couleurs de ces papillons de nuit. Voilà, on pense souvent qu'ils sont ternes, qu'ils sont blancs, beiges, sombres. Alors il y en a pas mal qui sont assez ternes, mais il y en a aussi beaucoup qui ont des couleurs tout à fait éclatantes.
parfois même encore plus éclatantes que les papillons de jour. Donc c'est tout à fait incroyable. On a par exemple ici une photo, donc on voit une Isabelle. Alors l'Isabelle est un papillon qui se rencontre sur plusieurs continents. Là c'est l'Isabelle européenne qu'on voit à gauche, donc tout à fait remarquable avec une longue queue. Voilà. Quand on voit une Isabelle, en général, on s'en souvient un petit moment. On a à droite un sphinx de la vigne, donc ça c'est une espèce de sphinx un peu plus trapu, couleur violacée, couleur vert, donc des couleurs tout à fait incroyables qu'on trouve dans l'obscurité, voilà, qu'on trouve à la clarté d'une lampe qu'on allume la nuit, dans les phares des voitures, on se rend compte de couleurs tout à fait éclatantes. Alors, petite note scientifique, donc les papillons se différencient, c'est ce qu'on appelle les lépidoptères, les papillons. Il y a les rhopalocères qui sont les papillons de jour et les hétérocères qui sont les papillons de nuit. Alors d'où viennent un petit peu ces mots? Rhopalocère, donc c'est du grec. Rhopalo, en fait, ça veut dire la massue. Alors pourquoi la massue? Parce que les papillons de jour, finalement, on connaît un peu les antennes. Ils ont une antenne assez fine avec comme une petite boule au bout, d'où la notion de massue. Les hétérocères qui sont les papillons de nuit, tout simplement hétéro en grec, ça veut dire différent, autre. Donc c'est des papillons qui n'ont pas ces massues-là, qui ont plutôt un peigne ou plutôt une antenne ou voilà, quelque chose de beaucoup plus épais avec plusieurs petites parties, voilà, quelque chose de plus complexe finalement. C'est la différence entre les deux. Et donc, ces papillons de nuit, donc il y en a qui font quelques millimètres, il y en a qui font 1 centimètre. En France, on a beaucoup ce qu'on appelle les microlépidoptères, les tout petits papillons de nuit, qui sont multiples. Il y en a aussi qui sont très grands. On connaît le grand pan de nuit. J'ai pas de photo ici, mais c'est aussi un très beau papillon avec des grands ocelles, des grands yeux sur les ailes. Un papillon qui peut faire 14 cm d'envergure. Donc vous voyez un papillon assez énorme, aux allures un peu exotiques. Finalement, quand on voit un grand pan de nuit, on est un peu surpris. Je sais qu'il y en a en plein Paris, on peut en chercher un petit peu partout. Donc c'est une espèce assez étonnante. Alors j'ai une photographie. Hop. Voilà, on a une espèce qui est tout à fait étonnante, alors que vous connaissez peut-être, c'est le morosphinx. Alors le morosphinx est un sphinx, donc c'est un papillon nocturne de la famille des sphinx. C'est un papillon qui va par contre vivre le jour. Donc ça c'est tout à fait étonnant. Là voilà, il est en train de butiner tranquillement de jour. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce petit colibri qu'on voit butiner par exemple à la lavande. C'est un papillon, c'est un sphinx. On m'a signalé une observation en plein Paris il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est un sphinx? Alors un sphinx, c'est un papillon de nuit. Là, ce qu'on a en haut à droite, c'est un sphinx de la vigne. Donc c'est encore un sphinx qu'on a en haut à droite. C'est un papillon de nuit qui a les ailes un petit peu triangulaires, un petit peu pointues et un gros corps trapu finalement. C'est ce qu'on voit là. Donc c'est un animal assez massif, un papillon assez massif. On pourrait penser qu'il vole un peu maladroitement, mais non, il vole bien et rapidement. Mais voilà, il a un gros corps. On le voit le morosphinx. Bon là, on voit un peu moins le corps. Voilà. Alors, c'est des papillons qui sont assez remarquables parce qu'ils pollinisent énormément. On connaît beaucoup la pollinisation des abeilles, des papillons de jour. Les papillons de nuit, de par le fait qu'ils sont extrêmement nombreux, ils pollinisent énormément. On voit ici, on voit la longue trompe. Les sphinx ont des très longues trompes qui leur permettent d'atteindre le nectar des fleurs, donc de plonger très profond dans la fleur pour atteindre le nectar. Le sphinx du liseron, encore un autre sphinx, décidément. J'ai pas la photo ici. Sa trompe peut atteindre 10 cm de long. Donc vous imaginez, il peut vraiment atteindre toutes les fleurs possibles, donc c'est assez remarquable. Et on a même des fleurs qui vont s'adapter à certaines espèces de papillons de nuit qui vont s'ouvrir juste la nuit, par exemple. C'est un phénomène qu'on appelle coévolution, c'est-à-dire que le développement de la fleur va s'adapter à celui du papillon de nuit qui va venir la butiner. Voilà. Et comme tout type de pollinisation, et comme vous le savez, donc le papillon prélève du nectar, et donc il s'imprègne de pollen, de graines de pollen sur ses ailes, sur son corps, pour aller polliniser les fleurs à côté. Voilà. Je voulais faire un tout petit focus sur la lumière, juste parce qu'on voit souvent des papillons attirés par la lumière, par les lampadaires, par des lampes, etc. Alors expliquer pourquoi, parce que c'est assez étonnant. En fait, les papillons, les insectes nocturnes finalement ne sont pas insensibles, si vous voulez, aux astres, à la clarté des astres, notamment de la lune. Ils sont même attirés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont foncer vers la lune, c'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire que ils sont habitués à cette présence de la lune qui va finalement les attirer, et donc ils vont voler à peu près toujours à la même distance de la lune, entre guillemets. Et quand finalement on met une source lumineuse, un point lumineux, donc les papillons nocturnes, les insectes nocturnes vont se dire c'est comme une petite lune, donc ils vont être inexorablement attirés par cette lumière-là. Mais le problème, si vous voulez, c'est comme la lune est très distante, le papillon va toujours être dans la même position par rapport à la lune, donc finalement il va voler de façon droite, si vous voulez, il va pas être influencé par la lune dans ses trajectoires de vol. Quand on a une lumière, là on voit un piège lumineux, donc il y a une lumière à côté, ça attire plein de papillons de nuit. Quand on a une lumière, le papillon va circuler par rapport à cette lumière, donc la lumière va changer de position finalement par rapport à lui, et donc il va pas comprendre, il va avoir une trajectoire, il va tourner autour de la lumière finalement jusqu'à épuisement, chercher à s'en rapprocher avec une trajectoire circulaire, d'où beaucoup de problèmes liés à la pollution lumineuse qui font qu'il y a beaucoup de papillons de nuit qui vont mourir à proximité des lampadaires.
Les papillons migrent. Alors, les papillons de nuit migrent, alors on ne le sait pas forcément. Là, vous avez un autre exemple. Un autre exemple, c'est encore un sphinx. J'aime beaucoup les sphinx. C'est un papillon assez sympa. Sphinx tête de mort, donc un très grand papillon qui est assez connu parce qu'il a vraiment une tête de mort visible sur le dos. Bon, là, il est assez grossi, je vous l'accorde, mais c'est un papillon assez impressionnant. Il y a des tribus indiennes, je crois, qui considèrent que c'est la réincarnation des morts, des spectres, des anciens qui reviennent, etc. Donc c'est quelque chose qui fascine et qui fait peut-être parfois un peu peur. Et ce papillon, il va migrer, c'est-à-dire qu'il va, il va se trouver, quand il fait froid chez nous, il va se trouver en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, et il va migrer jusqu'à l'Europe, parfois jusqu'à la Scandinavie ou jusqu'à l'Islande. Donc j'ai mis quelques exemples, parcourant des milliers de kilomètres. Ce qui est tout à fait incroyable, donc on connaît ça pour les oiseaux. Pour un papillon comme un sphinx, c'est relativement étonnant. Oui, parce que les papillons, on a l'impression que ça ne vit pas très très longtemps. C'est ça, donc alors un papillon, ça vit entre 2 jours et 2, 3, 4 semaines, grosso modo, donc c'est très éphémère. Bon, on connaît les éphémères qui vivent qu'une journée, les papillons c'est un peu plus, mais c'est quelques jours, quelques semaines. Donc typiquement, le sphinx tête de mort qui va revenir en Europe, il ne pourra pas faire la migration inverse, si vous voulez. Il va jamais commencer à entreprendre une migration pour aller dans des pays plus chauds parce qu'il vivra pas assez. Il vit quand même assez longtemps pour faire ce parcours de 3000 km quand même. Voilà, donc il vit quelques semaines peut-être. Un sphinx. Alors, j'ai pas donné de vitesse de vol. Je pense que c'est un papillon assez massif. Je pense que ça vole assez vite par rapport aux autres papillons nocturnes. Donc, je vous disais quelques semaines de durée de vie. Là, on va peut-être au mois, 2 mois, etc. Qu'il est temps de migrer, de se reproduire. Mais en tout cas, il n'envisagera pas de migration de retour. Il pourra même pas la préparer parce que sa durée de vie fera qu'il en aura pas le temps et pas l'occasion. Alors moi je suis ornithologue, donc je voulais aussi vous parler un petit peu des oiseaux, mais alors sans rentrer dans les détails, on parlait de migration des papillons, donc je me suis dit qu'on pouvait parler un peu de migration des oiseaux, en lien avec la nuit. Pourquoi ? Parce que 2/3 des oiseaux migrateurs migrent la nuit. Donc quand les oiseaux qui migrent, souvent c'est la nuit que ça se passe. Pourquoi finalement ? Parce que la nuit c'est beaucoup plus avantageux pour les oiseaux, d'autant que les oiseaux, alors souvent les oiseaux qui vivent le jour habituellement, donc se nourrissent le jour, du coup ils vont migrer la nuit pour se nourrir et se reposer le jour. Donc ça sera un gain de temps, au lieu de migrer le jour et d'essayer de se nourrir comme ils peuvent et de dormir la nuit, ce qui serait assez problématique. Du coup ils vont migrer la nuit et se reposer et se nourrir le jour. Donc c'est beaucoup plus équilibré pour eux. Et puis migrer la nuit, ça a des avantages, il fait moins chaud, il y a moins, alors on parle d'hypothermie, là c'est plutôt de l'hyperthermie, c'est-à-dire qu'on a moins chaud la nuit, ce qui est un problème pour les oiseaux qui pourront se dessécher. Il y a moins de différence thermique, donc il y a moins de vent, il y a moins de turbulences, etc. Et puis donc il y a moins de dépenses énergétiques, donc c'est une période beaucoup plus propice à la migration. Il faut savoir que les oiseaux la nuit migrent beaucoup plus haut que les oiseaux qui migrent le jour. C'est à peu près 800 mètres pour les oiseaux nocturnes contre 400 mètres pour les oiseaux de jour. Donc quand à Paris on entend des grives mauvisses qui passent la nuit, des limicoles, même des grues cendrées, quand elles migrent la nuit, elles migrent en majorité plus haut. Pour toutes les raisons qui font que c'est plus avantageux de migrer la nuit. Alors, on dit que les oiseaux se repèrent avec les étoiles et le champ magnétique. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez prouvé, assez documenté, donc je n'entrerai pas dans les détails. Mais en général, des oiseaux qui migrent la nuit, ils se servent de ce qu'on appelle des compas, en quelque sorte, c'est-à-dire des choses qui les aiguillent, notamment le compas magnétique et le compas stellaire. Alors, compas magnétique, c'est qu'ils iraient selon la direction du champ magnétique pour les guider. C'est pas forcément inné, c'est plutôt acquis. Donc là, il y a des débats là-dessus assez intéressants. Beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le compas stellaire. C'est finalement se repérer à la position des astres, des étoiles. Mais il se trouve que les oiseaux, quand le ciel est très nuageux, arrivent aussi à se repérer. Alors, c'est plutôt, à mon avis, la position des astres les uns par rapport à l'autre, si vous voulez. C'est une sorte de perception du carte du ciel. Alors, mes collègues naturalistes et scientifiques pourront compléter. Mais à mon sens, c'est plutôt une perception finalement du ciel nocturne, repérage d'astres par rapport à d'autres. Voilà, c'est pas on va se repérer sur une étoile spécifique, c'est plutôt sur une disposition des astres dans le ciel qui va les guider, les orienter. Voilà. Oui, je ne sais pas si ça a été analysé étoile par étoile, mais il y a une expérience classique, une vieille expérience qui consistait à regarder dans quelle direction volaient, je crois que c'était une fauvette, plusieurs oiseaux qu'on plaçait dans un planétarium. Et là, quand on les met en cage au moment de la migration, ils ont vraiment tendance en moyenne à volter dans la direction de migration. Et là, la direction dépendait vraiment de ce qu'on projetait était complètement corrélée au ciel qu'on projetait dans le planétarium. Ça a été la plus belle preuve de... Oui, bonsoir. J'ai rencontré en Afrique de l'Est, au Kenya exactement, des chauves-souris assez grosses qui, comme c'est la savane là-bas, il n'y a pas de grotte, parce qu'on a l'habitude de voir les chauves-souris dans les grottes pendant la journée, elles s'agglutinent sur des grands arbres.
Elles sont une centaine agglutinées sur les arbres. Ouais. Mais il y a le soleil en permanence toute la journée. Alors comment font-elles pour s'adapter ? Oui, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les chauves-souris sont pas réellement gênées par la lumière. Elles sont la nuit pour elles comme pour d'occuper la nuit. Ça a sans doute deux avantages. C'est un créneau qui était laissé libre par la majorité des oiseaux. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux insectivores nocturnes. Pour les frugivores, donc là il s'agissait de frugivores certainement, il n'y a pas non plus des tonnes ni d'oiseaux ni de primates frugivores nocturnes, donc il y avait déjà un créneau ou une niche de libre, et puis c'est aussi un abri contre les prédateurs. Alors en revanche, c'est vrai qu'il y a des grosses frugivores, alors les renards volants en Asie et puis en Afrique, alors un certain nombre, les plus gros, je ne sais pas de quelle couleur elles étaient, si elles étaient plutôt beige, jaune, là il y a des chances que ce soit, voilà. Une chauve-souris, d'ailleurs, dont je ne connais pas le nom français, c'est la chauve-souris couleur paille en anglais, enfin eidolon, donc qui est une grosse frugivore, qui est très grégaire et qui passe son temps d'ailleurs à tourner un peu autour de l'Afrique tropicale en suivant la maturation de certains arbres fruitiers. C'est une chauve-souris qui se déplace beaucoup. Donc ces grosses frugivores se regroupent. Bon, de se regrouper, c'est toujours quand même, ça assure une certaine protection contre les prédateurs. Elles dorment que d'un œil, hein, elles les repèrent. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas été montré pour celle-là, mais pour leurs équivalents asiatiques, là, les renards volants, les ptéropus, elles sont parmi les rares chauves-souris qui ont justement un certain nombre de cônes et qui voient au moins en deux couleurs, et on pense que ça les aide à distinguer, en particulier sur fond de ciel bleu. Voilà, donc elles sont à peu près adaptées. Alors je ne sais pas où elles étaient au Kenya, mais les eidolons, elles sont chassées aussi, consommées par les Africains, ce qui fait que maintenant des colonies comme ça sur les arbres, on les trouve plutôt sur les îles au milieu des grands fleuves ou dans des endroits vraiment inaccessibles, parce qu'elles sont assez faciles à tirer au fusil. Comment ? Mais c'était sur une île ou c'était... Non, c'était pas sur... Ouais. Bon, mais là c'est une réserve, elles sont peut-être moins chassées que d'autres, quoi. Mais alors, voilà. messieurs, vous avez parlé de chacun d'espèces animales différentes, mais vous avez tous fait référence aux plantes aussi, mais les plantes sont quand même très importantes dans tout cet univers. C'est vrai que ça me paraissait intéressant, même parce que là on est quasiment tous faunistes, mais de parler quand même un tout petit peu de flore. En fait, chez les végétaux, comme vous devez le savoir, la lumière, c'est déjà une source d'énergie pour la photosynthèse, c'est-à-dire le processus qui transforme la matière minérale en matière organique. Donc, quelque part, la nuit, c'est une phase de repos, il n'y a pas de photosynthèse, si on met de côté tous les éléments de pollution lumineuse, etc. Par contre, la lumière, c'est vraiment un facteur de régulation très important. Alors, c'est le cas chez la faune aussi, ça régule justement l'équilibre veille-sommeil, mais chez la flore aussi, c'est vraiment un élément de facteur qui régule. Il y a du photopériodisme assez important. C'est un déclencheur de la germination, de la floraison, la mise en réserve dans les tubercules, etc. Et donc, je vous ai pris l'exemple aussi pour vous montrer un peu l'impact que peut avoir la remise en cause de l'alternance jour-nuit. Parce que chez la violette, par exemple, on sait qu'il y a deux types de fleurs. Donc, il y a des fleurs qui s'ouvrent de manière classique, donc avec une pollinisation qui du coup va se faire de manière croisée, un brassage génétique, etc. Et des fleurs qu'on va appeler cléistogames qui vont rester fermées en fait, et la fécondation va se faire à l'intérieur de la fleur, donc le pollen de la fleur va polliniser l'ovule de la même fleur, donc une autofécondation avec du coup un impact sur le brassage génétique évidemment. Et donc c'est la lumière en fait qui va déterminer ça, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine durée d'éclairement, les fleurs vont ou non s'ouvrir en fait en fonction de la lumière. Voilà. Bon, c'était pour vous illustrer un peu le photopériodisme. Et ensuite, troisième élément aussi très important, c'est chez la flore la nuit, c'est toute la coévolution qui s'est mise en place avec les insectes. Donc des fleurs qui vont s'ouvrir juste la nuit au moment du crépuscule, ou qui vont même émettre des substances odorantes pour attirer leurs pollinisateurs uniquement au moment où le pollinisateur, en l'occurrence s'il est nocturne, ce sera la nuit, etc. Voilà. C'était pour ouvrir un peu sur la flore. Quand on parle de coévolution, c'est-à-dire que moi ce que je sais, c'est qu'il y a certaines espèces de papillons nuit qui vont polliniser plutôt certaines fleurs que d'autres, et donc les fleurs font un petit peu s'adapter à leur pollinisateur habituel en s'ouvrant à certaines heures par exemple. Donc il y a vraiment une symbiose finalement entre le papillon et la fleur qui va polliniser, donc un échange intelligent entre les deux. Voilà. Et je sais qu'il y a certaines fleurs, il y a certaines fleurs, je crois une campanule en France, il y a certaines fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit par exemple. Voilà. J'ai
très bien connaissance de tout ça, mais je sais qu'il y a des fleurs qui vont s'ouvrir la nuit spécifiquement, notamment en présence d'obscurité, pour justement attirer en particulier certains pollinisateurs. Voilà. Enfin, il y a des guêpes, des abeilles qui sont présentes la nuit. Il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs de jour comme de nuit, et pas que les papillons, tout à fait. La nuit, c'est une chose, mais alors le jour, est-ce à dire que les animaux dorment tranquillement, parfois à côté de foyers de civilisation qui font sacrément du bruit. Et peut-être notamment au niveau des insectes, ça veut dire que là aussi, ils sont dans des périodes d'endormissement importants. Enfin, comment ça se passe le jour ? Globalement, les plus petites espèces vont s'accommoder de nos activités. Elles vont, elles sont dans leur terrier. Mais par contre, les plus grosses espèces, c'est pour ça d'ailleurs qu'en partie elles décalent leurs activités la nuit pour éviter de nous rencontrer. Sont quand même gênées par nos activités et donc vont avoir tendance à s'éloigner. Mais sinon. Oui, les espèces qui, simplement les espèces qui sont nocturnes, la journée, elles trouvent un endroit tranquille où elles vont pouvoir faire leur nuit. Ça, donc, pour ceux qui ont des activités, qui ont un rythme qui est vraiment pas jour-nuit, mais sommeil et période d'éveil. Après, je vous ai parlé de ces fameuses espèces qui, comme les micro-mammifères, qui peuvent se réveiller et se rendormir 4 ou 5 fois sur un cycle de 24 heures. Alors là, voilà. Oui, les chauves-souris, c'est un peu la même chose. Bon, elles sont. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que la plupart sont très grégaires, surtout pendant leur saison d'activité. Donc, quand ce sont des colonies de mise bas où il y a quelques milliers de femelles et de jeunes, bon, les journées sont pas très très tranquilles quand même. On pense qu'elles font certainement pas, elles dorment certainement pas du lever du soleil au coucher du soleil. Et donc les grandes frugivores qui gîtent dans les arbres aussi se réveillent un peu. Mais la règle, c'est quand même effectivement de se trouver un gîte à peu près abrité. Et les chauves-souris font beaucoup d'espèces, celles qui chassent au vol, beaucoup d'espèces font une sorte de sieste en milieu de nuit aussi. C'est vraiment, il y a un moment de calme. Sous nos latitudes, vers peut-être minuit et demi, 1h du matin, beaucoup se trouvent à une espèce de gîte secondaire où elles vont se reposer un petit peu avant de reprendre la chasse. Alors, pour les papillons, ce qui est intéressant comme phénomène, c'est le mimétisme, c'est-à-dire que beaucoup de papillons de nuit, la journée, oui, comme à l'instar de mes collègues, donc je dirais qu'ils se reposent de façon relativement continue, ils sont vraiment actifs au crépuscule, mais ils vont se reposer à l'abri des prédateurs. Donc on a beaucoup de papillons de nuit qui vont notamment être plaqués à l'écorce d'arbres. Il me semble que la phalène du bouleau, les sur le bouleau, il y a pas mal de phalènes, des choses comme ça qui sont vraiment mimétiques, c'est-à-dire qu'elles auront la couleur de l'écorce, la couleur de l'arbre. Je crois qu'il y a aussi un papillon qui ressemble à une feuille, alors pas forcément en France, mais plutôt en Amazonie, des ressemblances tout à fait troublantes qui font que le papillon est littéralement invisible sur l'écorce où il se trouve, plaqué sur l'écorce et totalement invisible. Donc du mimétisme qui fait qu'il est à l'abri de tout prédateur et qui peut s'envoler tranquillement le soir pour une nuit d'activité. Voilà. Alors chez les rapaces nocturnes, déjà je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est un groupe effectivement qui a assez peu d'espèces. Il y a 9 espèces de rapaces nocturnes en France, donc chouette et hibou confondus. Et c'est un groupe qui est finalement assez hétérogène. La plupart des espèces sont effectivement nocturnes, mais il y a une espèce par exemple qu'on a classée au sein de ce groupe, qui est la chevêchette d'Europe, qui finalement est diurne, c'est une espèce diurne qui est placée au sein des rapaces nocturnes, sans doute pour des raisons de découverte ou de phylogénie, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes ces espèces-là ont une phase d'activité, une phase de repos. Donc celles qui sont nocturnes se reposent le jour, et la chevêchette qui est diurne se repose la nuit. Mais par contre, je rejoins Jean-François, il y a un peu le même schéma aussi. Il y a pas mal d'espèces qui ont une activité au crépuscule et à l'aube, et le cœur de la nuit est assez calme. Donc qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là ? Si on est en période de nidification, la femelle, par exemple, revient à sa cavité. Mais hors de période de nidification, pour prendre l'exemple de la chouette-hulotte, qui est une espèce cavicole, donc elle va nicher dans les cavités d'arbres, mais c'est uniquement en période de reproduction. Le reste de l'année, les individus vivent dehors, dans les arbres, et le mâle d'ailleurs, même en période de reproduction, est assez peu dans la cavité. Donc en journée, il sera dans des résineux, des arbres qui ont toujours des feuilles, par exemple, même en hiver, bien cachés, des fois on ne soupçonne pas, il y a une chouette-hulotte dans un conifère à côté de nous, plaqué contre le tronc, bien camouflé, ça somnole sur sa branche, et
Bon, bien sûr, faut pas secouer l'arbre, hein, mais ça peut être assez proche des humains la journée, il n'y a pas de souci. Ouais. Comment vous faites toutes ces études? Parce que vous les faites la nuit, forcément. Déjà en circulant la nuit avec une simple lampe, on peut déjà voir pas mal de choses en fait. J'ai oublié, c'est l'occasion de rappeler juste une adaptation dont j'ai pas parlé, qui est le tapetum lucidum, qui est cette fameuse membrane réfléchissante qu'il y a au fond de l'œil d'un certain nombre de mammifères, pas que les mammifères d'ailleurs. Qui a la propriété de réfléchir la lumière. Alors vous allez me dire, mais la nuit, ça sert à quoi? Mais j'ai dit tout à l'heure que la nuit, c'était pas le noir absolu, c'est pas comme quand on est dans une grotte ou comme quand on est dans un terrier, comme la taupe. La taupe, elle ne reçoit pas de photons quand elle est dans son terrier. Donc son œil, il s'est pas adapté en devenant de plus en plus gros. Au contraire, il a régressé. Il y a même des espèces qui sont quasiment aveugles. La taupe aveugle, qui a une membrane carrément au-dessus de l'œil, et l'œil lui permet juste de percevoir la présence ou non de lumière. Et donc, bien cette propriété, ça permet de pouvoir repérer assez facilement les animaux. Ces animaux qui possèdent ce tapetum lucidum, hein, par exemple les cerfs. On a maintenant des tas de méthodes qui permettent d'enregistrer soit des sons, soit des images. On peut observer, mais alors là, en étant plus discret, c'est-à-dire sans émettre de lumière. Aujourd'hui, il y a des optiques. Alors, c'est assez cher, donc c'est pas du matériel qu'on voit souvent, mais on a aujourd'hui des optiques qui permettent soit qui permettent par exemple d'amplifier la lumière, donc ces quelques photons dont j'ai parlé qui sont quand même présents. D'autres appareils qui permettent donc de mettre en évidence les infrarouges. Et puis donc je parlais d'appareils qui peuvent enregistrer. Je vais juste vous parler rapidement des pièges photos, parce que c'est maintenant quelque chose qui est... c'est du matériel qui s'est répandu ces dernières années, qui est devenu très peu cher, et en fait tout le monde peut en acquérir. Et ça permet, quand on met ça dans son jardin, de découvrir en fait des tas de choses qui peuvent être observées dans son jardin. Et donc, ça m'a permis comme ça de photographier en moins de 6 mois des animaux que je n'avais jamais observés de jour. J'avais même pas idée qu'ils pouvaient se promener dans le jardin. Et vous repérez au petit banc, vous verrez que tous ont été vus à peu près au même endroit. Alors je ne sais pas sur quoi il faut que j'appuie. Mais c'est quoi là, cet animal-là? Alors là, c'est un renard. C'est un renard, oui. Et un hérisson. Le hérisson. Alors le hérisson, ça, on peut le voir de jour. Mais en fait, je me suis aperçu que toutes les nuits, il venait faire son petit tour dans le jardin. Lui, alors là, c'est celui qu'on photographie le plus. Mais comme on le voit dans la journée, c'est pas une surprise. Mais en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de chats qui circulent dans les jardins la nuit. Et puis, une fouine. Voilà. Et tout ça, en quelques mois, j'en ai vu plus. Enfin, vu, là, c'est indirect, parce que j'étais pas là quand ils ont été photographiés. Mais j'ai acquis plus d'informations que peut-être alors, c'est pas une maison où je suis tout le temps, mais en plein de journées de présence. Alors après, on a aussi une méthode indirecte. Alors là, je parle pour les mammifères. Ce sont les indices de présence. C'est-à-dire que par contre, cette fouine, j'aurais très bien pu trouver par exemple ses excréments. Ça, c'est une façon classique de repérer. Le renard, j'avais déjà vu des traces qui me paraissaient très suspectes dans la neige. Donc je soupçonnais qu'il pouvait venir se promener, ainsi de suite. Donc on a aussi des méthodes indirectes qui nous permettent au moins de connaître la présence des espèces sans forcément en savoir beaucoup plus sur leur mœurs. Voilà. Bon, pour les chauves-souris, là, vous vous en doutez, puisque j'ai parlé d'acoustique, d'ultrasons, etc. On utilise donc notre programme de suivi est entièrement basé là-dessus. Donc, on a des appareils spéciaux. C'est un marché en plus qui s'est pas mal développé depuis quelques années. Donc, on peut placer des détecteurs, un peu comme les pièges photos. D'ailleurs, on a des enregistreurs automatiques qu'on peut laisser toute une nuit, voire des nuits d'affilée. Et puis, ce qui nous a beaucoup appris, y compris sur par exemple, les anecdotes que je vous racontais, la sieste en milieu de nuit, etc., c'est le radiopistage. C'est-à-dire que c'est une technique qui a rien de spécifiquement nocturne, mais qui permet de suivre des animaux, qui consiste à coller un tout petit émetteur radio
sur le dos de la chauve-souris et ensuite à déterminer sa position par triangulation. Il faut au moins 3 équipes avec des antennes directives. Par triangulation, on sait où est la chauve-souris, on peut la suivre toute la nuit. C'est un travail assez lourd, mais assez passionnant et amusant à faire, au moins les premières nuits, tant qu'on tient le coup. Et on a obtenu énormément de renseignements de cette façon-là. On a découvert qu'elles volaient beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, qu'elles avaient des rayons d'action plus élevés. Donc c'est utilisé sur d'autres animaux, sur tous les animaux diurnes ou nocturnes, mais je pense que ça a permis de beaucoup faire avancer la connaissance du comportement de tous les animaux qui sont assez gros, entre guillemets, pour qu'on puisse les équiper avec ça. Sur les insectes, c'est un peu plus délicat. La plupart des entomologistes donc, utilisent ce qu'on appelle des pièges lumineux, parce qu'un insecte nocturne, un papillon nocturne, on les voit un petit peu. Ils sont quand même pas évidents à voir. On sait qu'il y en a qui affectionnent les orties. C'est comme les papillons de jour, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu des fleurs de prédilection qui vont butiner. Mais c'est pas évident, donc en général on met une petite ampoule, pour les attirer, parce que la lumière les attire. Alors le but évidemment c'est d'éteindre l'ampoule après l'expérimentation, c'est pas de laisser allumer tout le temps. Et là on en attire, c'est vrai qu'il en vient beaucoup, dont des beaux papillons, c'est comme ça qu'on les recense. Je sais aussi que pour les papillons de nuit, si on enduit par exemple l'écorce d'arbres de ce qu'on appelle de mielés, de matière sucrée, de miel, de choses comme ça, on va aussi attirer les papillons de nuit qui du coup, même en absence de lumière, vont se mettre sur l'écorce, vont se poser sur l'écorce, attirés par le sucre, ils vont rester sur l'écorce. Donc je me souviens d'un exemple de piège lumineux où on attirait les insectes dans une prairie et on avait mis un petit peu de sucre sur une écorce d'un arbre pas très loin, et donc on venait à la lampe torche regarder et puis on voyait l'arbre qui était couvert de papillons de nuit assez sympathiques. Donc voilà, 2 méthodes et donc des moyens de les observer alors que normalement c'est quand même un petit peu compliqué. Ça me fait penser à une méthode intéressante. Vas-y, peut-être que c'est celle que tu veux parler. En combinaison avec les pièges photos, c'était ça? Non. Bon, c'est d'utiliser Obsession for Men de Calvin Klein ou L'air du temps de Nina Ricci, qui a un pouvoir d'attraction des félins, même un pouvoir aérogène sur les félins extrêmement élevé. Ça a permis comme ça, sérieusement, de préciser, par exemple, les effectifs de jaguars au Costa Rica. Dans beaucoup de cas, ça a permis d'avancer sur la connaissance des félins. Et ça a été découvert, donc j'en parle puisque le parc zoologique de Paris vient d'ouvrir, ça a été découvert en fait aux eaux de Bronx, où pour distraire les félins en captivité, les gens n'ont pas voulu se contenter de leur mettre des bouts de bois, des jeux, des trucs comme ça, mais ont essayé d'enrichir leur univers olfactif, odorant plutôt, et ont testé comme ça, je crois, 47 parfums différents, et donc les 2 premiers, ça a été les 2 que je viens de vous citer, j'ai oublié le reste. Oui, je voulais juste rajouter, mais c'est une méthode tout à fait indirecte, mais c'est une constatation qu'on peut faire quand on étudie les chauves-souris en particulier, qu'on enregistre les ultrasons. Il y a également beaucoup, en fait, des orthoptères parce que c'est même des fois une gêne pour ensuite... C'est une gêne qu'on a transformée. Mais finalement, ça permet d'avoir des informations sur des orthoptères la nuit qui émettent aussi des ultrasons et qui sont donc enregistrés en même temps que les chauves-souris. Et c'est là d'ailleurs où on se rend compte à quel point finalement il y a un vacarme la nuit qu'on n'entend pas nous parce que notre oreille n'est pas adaptée, mais en fait il y a une vie extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut se promener. Si on a sa petite lampe, on voit pas très loin, on n'entend rien, alors qu'en réalité, il y a des animaux partout qui se promènent, qui chantent, etc. Mais c'est parce qu'en fait, nos sens ne sont pas du tout adaptés, enfin pas du tout, ou en tout cas très peu adaptés justement à cette vie nocturne, et c'est pour ça qu'elle nous paraît tellement étrange, alors qu'en fait c'est la nuit, je dirais la vie est aussi présente, voire plus que dans la journée. C'est vrai qu'on sent que ça bruise de partout, et finalement en y regardant un peu plus près, c'est des choses plutôt belles et plutôt intéressantes. Heureusement que tu as parlé des orthoptères, j'ai oublié de le dire, mais pour nous, donc, qui enregistrons les chauves-souris, les sauterelles qui émettent des ultrasons, c'était une nuisance terrible, mais on s'est aperçu. Moi, j'ai toujours un problème, je pense que j'ai un blocage psychologique avec les orthoptères à cause de ça, mais mes collègues, en tout cas, ont développé un suivi des orthoptères. On s'est aperçu forcément qu'en enregistrant les chauves-souris, on enregistrait des sauterelles, et on a tout un tas de données, même un papier sur la façon dont les voies ferrées peuvent servir de trame, quasiment de trame verte, de corridor pour permettre aux orthoptères de pénétrer un peu plus en ville. Les vieilles voies ferrées, celles qui ne sont plus... Non, même les voies actuelles.
Oui, il y a Ils des sont pas talus. écrasés Oui, par exemple, les voies de RER de train de banlieue ont des talus avec de l'herbe, et souvent c'est un corridor. Le problème sont les ponts. Là, il n'y a plus de végétation, donc ça fait un peu en pleine ville. Les gares, il y a encore plus de terrains vagues, d'espaces verts que les voies. Donc c'est là qu'on avait la richesse la plus élevée. Donc ça a été fait en enregistrant avec un détecteur d'ultrasons sur les lignes de RER C et D la nuit. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur l'écosystème de toutes ces vies? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que non, ça n'a pas l'air de vous inspirer beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, là, ce dont on parlait au début, c'était quand même souligner que la nuit ou la vie nocturne, ou même la vie dans l'obscurité, on la voit comme quelque chose d'un peu extraordinaire, d'un peu spécial. Mais Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est parce que nous sommes diurnes. Mais en fait, la lumière avec l'oxygène représente sans doute les deux plus grandes agressions auxquelles la vie a à faire face. Et la réplication, par exemple, la copie de l'ADN, qui est un événement absolument fondamental, indispensable à presque tous les êtres vivants, se fait très très mal ou voit se faire une accumulation d'erreurs à la lumière. Et la trace qu'on en a encore, nous tous, toutes les espèces vivantes dans nos gènes, c'est que une des protéines, donc un des facteurs par lesquels notre rythme circadien est régulé, c'est-à-dire sur lesquels est basée notre horloge interne, qui fait que tout notre organisme, même plongé dans le noir complet, continue de suivre un rythme de à peu près 24 heures. Donc un élément essentiel de cette machinerie, de cette horloge, est en fait une protéine qui sert à réparer l'ADN quand il est endommagé par la lumière. Donc il y avait une telle liaison entre les deux phénomènes, c'est-à-dire que en général, les divisions cellulaires se passent à l'obscurité dans la plupart des organismes. Cette horloge fait que l'ADN est répliqué plutôt à l'obscurité. Et il en reste donc une trace, puisqu'on a ce composant essentiel de l'horloge dont l'ancêtre était en fait une protéine qui réparait les dommages de la lumière sur l'ADN. Donc c'est quelque chose que aussi bien les plantes que les insectes, les mammifères, enfin tous les êtres vivants portent ou encore dans leur génome et dans leur fonctionnement quotidien, c'est le cas de le dire. Moi, je réagirais là-dessus en disant qu'effectivement, la lumière, du coup, présente des risques quelque part pour la vie, mais c'est aussi, du coup, une source de chaleur et c'est ce qui permet de voir. C'est pour ça que moi, je pense qu'on parle souvent d'espèces diurnes, d'espèces nocturnes, mais les passages, en fait, les moments charnières entre jour et nuit sont vraiment très importants, parce que finalement, c'est quelque part un peu des moments de compromis entre voir le mieux tout en étant le moins vu, et donc le moins soumis aussi aux effets néfastes de la lumière, etc. Et on retrouve un peu le même phénomène que quand on parle de l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'écotone en écologie, mais c'est des espaces un peu charnières entre deux milieux qui sont plus riches finalement que les deux milieux pris séparément, parce qu'on va retrouver des espèces du milieu A et des espèces du milieu B, et en plus des espèces qui recherchent de fait un compromis entre A et B. Moi je trouve que finalement le crépuscule et l'aube c'est un peu la même notion, mais appliquée au temps. On a des espèces diurnes qui finissent leur activité du jour, des espèces nocturnes qui vont la commencer, et en plus toutes les espèces qui recherchent de fait un compromis, une pénombre en fait entre jour et nuit. Donc voilà, vraiment c'est des moments très précieux, le crépuscule et l'aube, quoi. Non, pour compléter, pour rester dans cette petit peu dans ces propos, il faut savoir que on parle d'écosystèmes diurnes, d'écosystèmes nocturnes. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Typiquement, la nature le jour interagit beaucoup avec la nature nocturne et l'une a besoin de l'autre quelque part. C'est des espèces, des relations propriétateurs, etc. C'est des espèces qui ont besoin les unes des autres. Donc finalement, le monde vivant, c'est une continuité, c'est une alternance entre le jour et la nuit qui se poursuit sur une durée importante. Et c'est cette succession entre période d'obscurité et période de lumière, quand elle n'est pas altérée, quand elle est naturelle, qui permet l'équilibre de la nature, avec justement les interactions entre espèces, avec l'équilibre des écosystèmes, etc. Donc voilà, c'est plutôt une continuité, une alternance, que deux mondes un petit peu différents, qui seraient un peu étrangers les uns aux autres, si je puis dire. Dans le coup, finalement, je dirais ça consolide ce que vous avez dit, à savoir que la nuit, ce qui se passe la nuit est fondamental aussi pour la vie. Et puis, globalement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la nuit comme on l'a pour beaucoup d'entre nous. Il se passe des choses absolument extraordinaires et je dirais même indispensables. Et il faut essayer autant que possible de la préserver. Voilà.